Lelo bibala fumimi wanitakianga wo Adembala kafini de miwani bali wo dioba Minai kosi wo, minai boko ye Mwajali bimeke sokabala we bali fudacho Adenju kalobi de miwani takianga wo Adenkoti kashuti de miwani bali wo dioba Minai kosi wo, minai boko ye Ajali bimeke soboyo da we bali fudacho Nede winsipe ude miesenjo digi wo boy Iwoye mitongo lobi wa mujombo Asikeleke ote umitida ubasa Mes ancêtres est descendu au Suriname, car les parents Maïbou, et après s'enfuit dans la forêt. Et après combattu pour la liberté. Donc ça fait dire que moi, je suis marron. Le marron, ce sont des nègres qui sont combattus pour leur liberté. Donc nous, on n'a jamais vu l'esclavage. Donc je suis un marron. Et je suis très fier d'être un marron. Ouais. Il s'agit là, si vous voulez, d'un métissage, d'accord, de la culture africaine et du milieu dans lequel cette culture va s'intégrer, va s'incorporer et justement trouver des solutions, d'accord, pour pouvoir vivre dans ce... et justement s'opposer aux colons. D'accord. Et non seulement, en fait, leurs consciences sont déjà éveillées puisqu'ils ont été victimes de l'esclavage, donc ne croient plus en fait aux religions, ou bien ne croient pas à ce qu'apportent les Blancs comme religion, comme connaissance scientifique. Ils comptent sur eux-mêmes. Et d'ailleurs, ils n'ont pas attendu l'abolition de l'esclavage pour partir. Ils ont fui l'esclavage. L'esclavage au Suriname était horrible. C'est la plus horrible des esclavages. Vous voyez, maintenant, il y a des Saramacas qu'on trouve sur le fleuve Suriname. L'autre grand fleuve, c'est le Maroni. Plus loin, on quitte le Maroni, il y a les branches, Lawa et Tapanaouni. Voilà. Et le nom du groupe culturel, c'est Bushiningi, qui définit, contrairement aux polémiques qui se lancent un petit peu des fois, Bushi veut dire forêt en fait, Nenge veut dire homme. Donc les hommes qui vivent dans la forêt, c'est tout. Après, chaque groupe a son nom. Il y a 6 groupes dedans, donc ils ont leur nom chacun. Il y a les Pamaka, il y a les Njuka, il y a les Matawai, il y a les Kwinti, il y a les Sahamaka, il y a les Aluku qui sont aussi les Boni. Voilà. Donc ils se sont enfuis dans la forêt du côté Suriname. Et les Njuka et les Sahamaka, ils ont passé un accord avec les Hollandais. Donc ils ont été... Leur accord, en gros, c'était avoir des... Ils allaient rester sur le territoire, mais ils n'allaient plus être esclaves. Donc on les a laissés rester sur le territoire surinamien. Et Boni n'a pas voulu se rendre. Pour arrêter quand même la guerre, il a fallu qu'il passe des accords. Donc Boni n'a pas accepté ces accords-là. Et lui, il est parti plus haut. Jusque sur le Tapanaouni, avec les Njuka En fait, les Njuka l'ont poursuivi, en gros, pour les mettre. Non. Et c'est parce qu'il y a sur le fleuve, il y a le bras du Tapanaouni. Quand on arrive à Confluent, il y a le côté qui part du côté Aluku et le côté qui part du côté Njuka. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a eu le grand conflit entre les Njuka et les Aluku. Et donc nous, on est partis, nous les Aluku, on est partis plus haut. Et les Njuka sont pris du côté Tapanaouni. Et c'est là qu'ils ont... Je crois que oui, c'est là qu'ils ont tué Boni.
les autres sont, les compagnons de Boni sont rentrés plus profondément dans la forêt. Et ils sont partis, donc ils étaient alliés aux Amérindiens qui étaient déjà dans la forêt. C'est pour ça que Maripasoula est plus proche de Talouane que Twinke et Antekumpata. Jusqu'à la guerre civile du Suriname, les Bushinengue qui étaient français, c'était quasiment des Aloukou. Donc c'est après la guerre et après la division aussi, la création de la commune de Grand Sentier aussi, que les Djouka aussi ont pu accéder plus facilement à la nationalité française. Le tembe ça veut dire art. Quand on te dit art tembe, on a parlé de deux langues. Art, c'est français. Tembe, c'est Bushinengue, la langue Bushinengue. Donc quand on dit art tembe, c'est comme si on a dit deux fois art. Mais moi, avec mon peuple, on dit tembe, on ne dit pas art tembe. Tembe, ça veut dire art. Tembe veut dire fait à la main. Ce que tu fais à la main. Tout ce que tu fais à la main, c'est du tembe. Voilà. Ça, c'est la définition propre de tembe. Hein. Comme il disait, si on dit art tembe, ça veut dire tembe, quoi. Ça ne définit rien, là. Bushinengue, tembe. Le tembe des hommes, les Bushinengue, quoi. Et là, ça définit un peu plus le style de tembe dont tu veux parler. Voilà. Et donc, tembe, chez nous, c'est tout ce qui est fait à la main, mais le style connu, c'est des entrelacements de formes faits sur toile ou faits sur support en bois ou objets usuels aussi, mais c'est surtout des formes qui définissent des sentiments, transmission de sentiments. C'est un style d'art de séduction vraiment exceptionnel, hein, parce que personne n'arrive à définir précisément quand est-ce que ça a été créé. Moi, ma vision par rapport à ma petite étude dessus me permet de dire que ça a été créé dans les périodes de paix, quoi. Et les périodes de paix, c'est pas il y a très longtemps non plus, quoi. Et donc ça a été créé brusquement, mais les objets usuels étaient déjà façonnés en cours de route. Parce que pour le riz, on en a besoin, on a besoin des grosses bâtées comme celle qui est en haut. Pour pailler, on a besoin de pailler, pas forcément sculptées ou peintes, il n'y avait pas de peinture à l'époque, mais c'était uniquement sculpté, mais au maximum donné de soi, pour que les personnes qui observent l'objet utilisé soient émerveillées, en fait. C'était ça un peu le but. Émerveiller les femmes ou encore rendre jaloux les autres hommes qui n'ont pas la capacité de le faire et pouvoir avoir le privilège de leur lire cela aussi. C'est un art commun à tous les peuples, tout le peuple Bushinengue. Cette esthétique qui nous invite tous les jours à poser notre regard sur quelque chose qui n'existait pas au temps de l'esclavage. La beauté, le moi. Ce n'est pas une valeur qui avait grand cours à l'époque où l'homme était réduit à un bien meuble. Il y a effectivement eu pendant de nombreuses années un crime quotidien contre l'humanité et le marronnage, sans chercher à savoir quels sont les criminels, on pense que ce sont ceux qui étaient étrangers au beau, n'ont eu de cesse de réintroduire dans la gestualité quotidienne, à travers les outils, les objets quotidiens, ce qui était donc inimaginable au temps de la traite et de l'esclavage, une dimension esthétique à la vie. Le beau n'est pas donné, et c'est pourquoi il faut le faire.
Ma définition à moi, ce que j'ai cru en comprendre à l'écoute et à l'observation de toutes ces personnes que j'ai fréquentées de près pendant très longtemps, que je continue de fréquenter, de plus loin maintenant. Moi j'ai qu'une étymologie, hein, puisque c'est langue créole qu'il faut étudier, d'où elles viennent d'un point de vue du lexique et d'un point de vue de la formation langagière qui va nommer, hein, de la formation de langue et qui va nommer des pratiques. Rapidement, on le lit, où la partie vous explique que ça vient du mot timber, du hollandais timber, qui est la charpente, la poutre. Donc, le tembe, c'est l'art de travailler le bois. L'art de travailler le bois. Et si ça vient du mot timber, la poutre, la charpente, je ne connais pas le hollandais, hein, donc c'est ce que j'ai pu en lire. C'est même l'art de travailler le bois dans un but fonctionnel, voilà, sur une pratique fonctionnelle. Mais on sait combien le fonctionnel chez les Ningués est forcément esthétisé, orné, à valeur d'œuvre d'art, comme pour beaucoup de cultures où faire le beau, c'est faire l'utile, et faire l'utile, c'est faire du beau. Les Saramaka, c'est les maîtres du bois. Ça, il n'y a rien à dire. Hein. Moi, j'ai rencontré des gens qui encastrent le bois, quoi, qui, avec un cutter, 2-3 cutters, un petit couteau, une petite scie, un sabre, le gars, il te transforme un tabouret, il te fait un tabouret incliné, tout sculpté. Parce que c'est les maîtres vraiment de la sculpture du bois. Chacun son style, tout en représentant les mêmes formes, en fait, encore. Par exemple, le Choboumang, il est représenté à plusieurs reprises dans tous les tembes de toutes les communautés, de toute la communauté Bushilingue, ainsi que d'autres, les dents de scie, les dents de poisson, les écailles de poisson, la carapace de tortue, c'est des symboles en fait sculptés en biais dans le bois, mais qui ont une symbolique, chacun leur symbolique assez particulière. C'est des petites formes qu'on va retrouver partout. Moi j'en ai fait là sur la pagaie. C'est juste un quadrillage. C'est la représentation en peinture. Voilà. On ne peut pas faire mieux. Sinon, on peut encore faire des losanges, des triangles plutôt. Et ces triangles-là, un peu plus compliqué à peindre quand même, mais c'est normalement sculpté en biais. Voilà. Donc, à partir, Richard et Sally, tout comme Huro, 20 ans ou 30 ans avant, et à partir des commentaires des artistes eux-mêmes, pour les Price, Richard et Sally du côté Saramaka et pour Huro du côté Lawa, Maroni, ils parlent de style inscrit dans l'histoire, dans la dynamique stylistique des Ningués. Et ils font démarrer à partir des milieux 19e à peu près, un style grossier archaïque, comme selon les termes employés, hein, où on trouve, mais moi j'ai pas bien étudié ça dans le détail, où on trouve dit en œil de hibou, parce qu'il y aurait ces premières formes rondes comme ça, des ovales, des pièces, et moi que j'ai retrouvé dans les tenons de mortaise des bancs. Et le tenon fait office d'œuvre, puisque le tenon produit déjà un dessin qui va se retrouver à travers le bois. Ça c'est pour le cas des bancs. Effectivement, le tenon, il a cette forme dite en œil de hibou. Et après arrive la volute, à partir d'un désir de représentation anthropomorphe ou animale. Donc la volute apparaît comme une excroissance des bras et des jambes, des membres, qui vont d'abord faire une espèce de circuit simple, et puis dans les années 20-30, donc qu'on va dire en queue de quata, et c'est vrai que ça c'est confirmé par les artistes, les vieilles personnes qui parlent de ce style en queue de quata. Et puis après, il y a un entremêlement du ruban, le ruban passe l'un par-dessus l'autre. Donc c'est 3 rubans posés l'un sur l'autre. D'ici, la bangue, ici. Et d'ici, la tembe, fait 6 fois bangue.
Ma atembe de taki omen neng atembe na abi furu neng nesma taki fade wan manotu na atembe na abi furu neng na yeme kwa mo isani poti abi bo pardon abi tembe abi neng madisi na abi neng ade kounu amo isani imeki ipoti adisi bibemeke spécial ano alami meki somoi mambe meke le kwang wan cadeau quand demi bo seren me kwang cadeau biwan sama d'ici étape à banger guaine à la chose facile d'ici mi dessiné wan boto a machine bikami bere boto na boto sam bere ne ni dessiné ya. Voilà les moitaki, les belles paroles, inscrites. Donc ce sont des signes toujours les mêmes qu'on retrouve. Donc alors de mémoire, je crois bien que Daïouman, c'est là la femme volage. Conventionnel, des signes conventionnels. Je cherchais le mot de conventionnel. Donc Oufeno va souvent faire la femme volage ici, à Wakafro, à Wakaouman. À moins que ça soit celle-là, je me souviens plus. Mais de toute façon, ces interprétations, elles varient d'un auteur à l'autre. Hein. Un auteur dira que voici la femme volage et l'autre dira que c'est celui-là. En se disant l'un l'autre qu'il sait pas, qu'il est menteur, qu'il raconte n'importe quoi, en voulant être les premiers. Alors d'autres qui sont beaucoup plus, voilà, attache-toi un Mac près de moi un Mac. Voilà, on est dans l'amour galant, voir la grivoiserie, le baiser craché, recraché. Après il y a des sens un peu obscurs. Donc là oui, on est dans ces petites... Maintenant qu'on voit il a dedans un couple en train de faire l'amour, comme Hureau nous en a tellement rabâché les oreilles en voyant du sexe partout. Alors là, si je vois deux sexes ici, une histoire de copulation ici, avec une fesse, une deuxième fesse, donc c'est le Kiangifutu, la figure s'appelle Kiangifutu, elle est assez commune. Effectivement, on peut imaginer, en fantasme à l'appui, les cuisses dodues d'une femme qui est couchée, donc voilà les fesses de la femme, ces belles cuisses bien dodues, avec qui continue ici, petite fesse quand même, et l'homme par-dessus bien sûr, et une fornication ici au milieu. À un moment, je travaillais en forêt, donc j'ai eu l'occasion d'apprendre à faire ce qu'on appelle pour effeuiller le riz. D'accord, ça veut dire qu'une fois qu'on avait pilé le riz dans ce récipient, pour enlever la pelure pour l'effeuiller, c'est ce qu'on appelle ça en Bushinengue Tongo. Ça j'ai appris à le faire. Ça fait longtemps que j'en ai pas réalisé d'autres. Mais quand j'étais en forêt, j'en avais réussi à faire pour les membres de la famille, hein, ma tante, ma mère, les sœurs. Je pense que j'avais fait au total 12. J'en avais fait 12 que j'avais distribué à la famille comme ça. Tout ce que les hommes ne pouvaient pas exprimer à leurs femmes, ils se sont mis à les exprimer d'abord sur des objets sculptés. Et les femmes immédiatement aussi... sur des broderies, des coutures de toutes sortes, des façonnements d'objets aussi féminins comme les calebasses. Exprimer ce genre de mélange de sons, en fait, les entrelacements des formes représentent des relations. Et ça parle beaucoup d'amour, en fait. Certains parlent de guerre, de ci, de ça. En fait, les symboles pour parler de guerre, c'est plus une écriture ancienne qui s'appelle l'afaka.
C'est une ancienne écriture, l'art tembé n'a rien à voir dedans. L'art tembé, c'est plus décoratif, transmission de sentiments en fait. Les calebasses, ce sont les femmes. Ce sont les femmes qui font des dessins sur calebasses. L'homme, il va juste, je pense, cueillir les calebasses. Mais après, c'est la femme qui fait les calebasses. Pour faire le calebasse, il faut du feu, il faut faire bouillir les calebasses, il faut les sécher, ça prend du temps avant de pouvoir les dessiner. Et tout ça prend énormément de temps, donc il faut vraiment avoir le temps. Et quand on est au village, on peut le faire sur une semaine, un mois, on peut le faire même si c'est accordé 1 heure ou 2 à cette activité-là, on peut le faire. Mais quand on n'est pas au village, quand on n'est pas là où ça se fait, c'est pas possible. Et avant, les calebasses servaient de récipients, servaient de bols, servaient de pots. Donc, ce sont les femmes qui ont toujours maîtrisé cet art. Mais une femme à Luku va faire une calebasse, une femme par Ramaka, une femme Djuka. Ce sera une calebasse, mais il y aura des petites différences parce que chacune apporte quelque chose de chez elle, quoi. Donc, mais ce sont les femmes qui font l'art sur la calebasse comme l'art sur Pangui. À la base, les cadeaux qui étaient offerts chez les Bushiningue, tu avais des objets traditionnels déjà, le tembé à la base, donc les objets usuels qui étaient offerts aux femmes, et chaque objet a sa définition. Mis à part ce qui est gravé dessus, chaque objet a sa définition propre. Donc quand on offrait un peigne, par exemple, un peigne afro comme j'en ai là à une femme, c'est pour dire à la femme de te garder, tu lui demandes de te garder dans ses pensées, en fait, le plus près possible. Donc tous les jours, elle va se coiffer, elle va planter le peigne dans les cheveux. C'est l'objet relique, en fait, l'objet représentatif du sentiment. Ça ne se dit pas « je t'aime ». « Je t'aime », ce sont 2 mots qui, déjà, rien qu'à les dire, ça donne un petit peu l'impression qu'on a fabriqué la chose, en fait. Mais l'amour ne se fabrique pas. L'amour s'offre en fait, ça se ressent, ça se sent. Et quand un objet arrive à représenter ça pour des gens, comme la bague ou autre chose, l'alliance en fait, qui est une représentation de ce qu'on partage ensemble, ça a beaucoup plus de valeur que 2 mots en fait. Oui, de sama. Peut-être agama creator. Akonde yabi pegudu yabi oktabe to al follow. Ya to. La de fiami ko ansani ça ko de wan to make to. Ya papa que tabe te gama. Vous savez pour la make bangi, ta make tafa, ta make sutu, tembe te ko gama nda, no kakado. Bueno. Kabi gama bono. Otena momento de cadeau. Oh, de pas ça kaba. Ouais, non, de dépoter. Mais c'est dans la nuit. À la semaine. T'as que yo. T'es qu'à vouloir dire, t'es qu'à banguer ici, t'as, tu quoi, il faut le coup. À dépoter gama ya. Tous les lots vont offrir quelque chose, mais après, entre eux déjà, ils vont se réunir pour savoir qu'est-ce qu'ils vont offrir au grand monde. C'est pas chaque personne qui va décider, ah, moi je vais lui offrir un pain, ou moi non. Ils vont déjà entre eux lot savoir que, ok, ce lot-là va donner ça. C'est pas au jour que vous allez arriver que c'est telle personne qui décide de lui donner un pain, non. Ils savent déjà en avance que c'est ça qu'ils vont lui offrir. La question de l'artisanat fait à des buts commerciaux en série qui n'aurait pas la même valeur que de l'art, art et artisanat. Ces différences et que nous, auxquelles on ne s'attache pas du tout et qui n'ont pas de sens et pas de valeur. Hein.
ces hiérarchies artistiques et artisanales. Quand je vois ce travail-là, fait par un artisan de bord de route, et il va vendre ça, il va en faire une canne, après il va en faire peut-être en modèle réduit, ce petit caïman, il va en faire une petite cuillère pour touiller le rhum, le punch. Sauf que cette forme qu'il a élaborée, elle est profondément originale. C'est une création d'un grand intérêt plastique. Et il en a sorti 3 comme ça. Il y a des variations à chaque fois. Il ne produit pas 10 fois la même. C'est-à-dire on a bien là 3 variations sur les formes. Et c'est une très belle forme. Alors si maintenant j'en fais une œuvre gigantesque, que je la signe d'un auteur artiste, plasticien, etc., et que je lui crée un discours et tout, voilà, elle aura accès, elle aura droit à son statut d'œuvre d'art contemporain. Par exemple, un tembé peint, c'était pour décorer la maison, avec des messages. Donc le tembé, c'est pas uniquement la beauté. Chaque tableau, chaque figure sculptée au pain, a une signification. Par exemple, je peux souhaiter le bonheur à ma sœur ou à ma mère avec des symboles bien précis. Le sculpteur, hors ruban, hors circuit, va remplir avec de la couleur. Et après, j'imagine que la composition, non plus sculptée mais gravée, comme dessinée, qui va remplir des portes de maison, des façades de maison, et entièrement des palettes de pagaie, va être entrepris à la couleur, à la peinture. Chez les marrons de l'Est par rapport à apparemment toujours, Aluku, Pamaka, Njuka, Kotika, Njuka, Tutapanaoni. Alors que les Saramaka, eux, effectivement, recherchent cet effet coloré avec des bois de couleurs sur leur façade de maison et sur les sculptures. Ils ne vont pas utiliser la peinture glycérophthalique du comptoir. Moi, je commence à faire la peinture juste après le retour. Quand ici, nous faisons des trucs traditionnels, la maison, les cases, des trucs comme ça. Mais lorsque j'ai été 18 mois, comme je te dis parler, que j'ai été emprisonné, je fais des catalogues à l'intérieur de la prison parce que je n'ai rien faire d'autre. Donc j'imagine, j'ai dit bon, je commence, lorsque je suis de retour au pays, je vais faire ça, 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 ça. Et puis lorsque je venais, j'ai réalisé des 12 premiers feuilles que j'avais fait à la prison. Et puis je fais l'expo. Je descends à Cayenne. Le tembé de noir marron, c'est pas c'est une imagination du marronnage. Mais ça existe partout où vous trouvez des marrons. Mais c'est quelque chose qui a été négligé. Les gens étaient hontés justement de faire montrer leur savoir et savoir-faire. C'est ça justement. Moi j'avais porté du courage. Ce passage du siècle a été pour nous l'occasion de rassembler des peintres qui ne se connaissaient pas forcément entre eux, mais surtout selon des écoles bien différentes. Car dans les années 50, 60, puis 80, des écoles de style se sont découvertes dans toute la vallée. Et nous avons essayé de sélectionner, oui, le terme est choisir, si vous voulez, des représentants de chaque école. Donc l'école de notre fondateur, M. Antoine Lamoraille, c'est l'école d'Apatou. L'école du Tapanaoni, l'école d'Apambaï, qui était un des très très grands temblémans des années 60, dont beaucoup d'œuvres subsistent encore ci et là. Nous avons choisi des temblémans de l'école d'Acéder, qui est l'école Pahamaka, qui est peu connue parce qu'elle est passée que très tardivement au cadre, mais elle s'illustre beaucoup sur les pagaies, les avancées de pirogue. Donc les
Tembé man de Daceder ont été pris à Mamabobi sur commande afin de pouvoir se limiter à des cadres particuliers, ce sont des cadres, des carrés, enfin des rectangles, ces formes-là, mais en exprimant tous les symboles que l'école de Daceder a mis en place entre les années 70 et il est mort en 90 ou 12, je crois. Et puis, sur Saint-Laurent, on a découvert des jeunes artisans qui faisaient des tout petits timbés, comme on en a ici, et qui nous ont paru, parce qu'il y avait énormément, c'est celui qu'on vient de voir là, Adjantou, qui a répondu au défi de Mamabobi de nous faire des dizaines et des dizaines et des dizaines de timbés, qui en vérité, chacun était différent, mais tous exprimaient autant à exprimer cette relation dont je viens de vous donner les clés, qui est de juxtaposer, de superposer les contraires, les opposés, dans une dimension de complémentarité qui doit toujours être jubilatoire. Nous avons décidé de créer l'association Libinaron avec les trois identités, Samaka, Djuka, Boni. Et nous avons réfléchi ensemble et de dire que, vu la conjoncture économique de la Guyane, les parents ne pouvant plus amener leurs enfants dans leurs pays respectifs pour apprendre leur culture, nous avons fait venir la culture à eux. C'est comme ça est née l'association Libinaron. Ben, avec l'université de Grenoble, on voulait faire aussi aller plus loin et de faire un mélange de choses. Et par la suite, nous avons changé aussi, nous avons créé aussi une école de bénisterie d'art qui a permis aussi de jouer sur le deux, en même temps fabriquer de l'ébénisterie et ajouter ces motifs du tembé. 1996, c'est vraiment l'année qu'on a commencé à travailler sur les deux, bois et toile. Il y avait d'autres artistes aussi, je n'étais pas le seul. Tout ce que j'ai su, moi j'ai commencé la toile, c'était une matière qu'on utilisait en métropole. Et j'ai vu, j'ai testé, et puis ça m'a plu. Mais la toile, c'était un support qu'on utilisait en métropole. Et en Guyane, il y avait un certain magasin qui vendait la toile, pas pour les tembémans, c'était pour des gens qui peignaient en Guyane, comme ça, qui sont originaires de la métropole, par exemple. Et puis, j'ai vu ça sur une peinture de monsieur, je dis, bon, ok, je vais essayer. Je ne sais pas si je suis le premier, hein. Mais après, j'ai découvert qu'il y avait d'autres artistes qui ont commencé à travailler sur la toile aussi. Un pangui, c'est une tenue traditionnelle. C'est un bas. Le pangui, c'est pas le haut, c'est un bas. Le pangui basique, ça s'utilise dans la vie de tous les jours. Tu mets ton pagne, comme moi là, j'ai mis un pagne, mais je l'ai recousu ici. Donc normalement, ça se met au niveau des reins. Ça se met pas en haut. Et sinon, les jolis pagnes, c'est ce qu'on coud à la main, ça se mettait à de grandes occasions. Et maintenant, sinon, le pangui, c'est notre tenue de tous les jours. Pour mieux vous montrer un petit peu plus comment ça se présentait avant. Que c'est vraiment des croix, des points de croix. Et que maintenant, quelque chose comme ça, on ne le fait plus. Maintenant, on rajoute, déjà, comme je vous avais dit, c'est plus le même type de fil. Là, c'est de la laine maintenant. C'est beaucoup plus... par exemple, là, on ne voit même plus que c'est des points de croix. Tellement que c'est... Là, c'est de la laine et là, c'est du coton. Et là, on ne voit pas que c'est des points de croix, mais pourtant, c'est toujours le même principe, les points de croix. Ce qu'on faisait, nous, sur les pannes, c'était de la couture, mais c'était pas du tembé. Mais maintenant, on a repris ce que les hommes faisaient sur les pirogues, sur tout ce qui était représentation en bois. On l'a repris et on a transcrit sur les pannes. À partir de quand on a commencé à faire vraiment le tembé sur les pannes?
on va dire, il y a 10 ans. Tout ça là, ça a des significations. Mais je ne saurais pas dire que ça représente quoi. Mais après, une fois que j'ai fini de coudre mon pain, si je veux, je peux lui donner un nom. Je l'ai nommé Moyoumang. Ça veut dire belle femme. Voilà, pour moi, c'est cela que ça représente. Mais après, peut-être pour un homme qui fait de l'art Tembé, ce ne sera pas la même signification, que chaque truc représente quelque chose. Tout est esthétique et l'esthétique est dans tout. Donc comme un fondement esthétique total des cultures matérielles Nenge, qui deviennent une culture artistique très forte. Il y a deux possibilités. Soit nous, les Bushinengue, on prend des choses en main nous-mêmes, et puis on garde ça pour la communauté Bushinengue. Comme ça, de toute façon, il y aura des jeunes, des personnes qui vont continuer. Deuxième solution, avec l'aide des élus locaux. Nous, les artistes, ce qu'on avait proposé, c'est que l'éducation nationale française embauche les artistes Bushinengue pour enseigner l'art Tembé. Il faut qu'il y ait une classe pour ça, et en permanent, comme le maths, comme le français, comme la géographie. Il faut considérer le Tembé comme une matière. Sans cette statut-là, on ne peut pas faire la transmission comme ça aux jeunes. Vous voyez? Donc maintenant, on attend. Et ce qu'on fait, on continue à faire nous-mêmes, le peu de nous qui reste, on continue à travailler, à faire notre culture. La maison, c'est la beauté. Pour lorsque la personne se paraît, tu veux, la maison est beau. Moui. Et ce qui est moui, c'est ce qu'on aime. Et ce qu'on aime, c'est là qui fait partie de l'amour. C'est pas l'amour de sexe. Moui, c'est aimer de cœur, aimer. Milobi. Lobby.